Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une disparition mystérieuse. Le 2 septembre 2003, Christophe Dalmasso disparaît à Nice. Sa voiture est retrouvée calcinée une semaine plus tard, mais aucune trace du riche homme d'affaires. Avec moi, vous entendrez les voix de Renée Dalmasso, la mère de Christophe, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Septembre 2003, Cannes, sur la Côte d'Azur. Un homme va bientôt disparaître dans d'étranges conditions. Il s'appelle Christophe Dalmasso, 34 ans. Il quitte son domicile du centre-ville pour se rendre à 2 km de là chez ses parents, René et Lucien. Le 1er septembre 2003, Christophe est venu manger à la maison. C'était 12h30 ou 13h. Christophe est quelqu'un de très attaché à sa famille, à ses parents. Il avait des contacts très fréquents, les parents aussi lui prodiguaient beaucoup de chaleur, de tendresse. En partant, il a embrassé son papa, puis il m'a dit « À bientôt, maman ». Voilà. C'est la dernière vision que j'ai de Christophe. Ce salut de la main qui m'a dit « À bientôt, maman ». À bientôt, maman. Les jours passent et René Dalmasso ne reçoit aucune nouvelle de son fils, et ce n'est pas dans ses habitudes. D'autant que 15 jours plus tôt, Christophe a fait une promesse solennelle à son père, atteint d'une grave maladie. Christophe a appris que son père était atteint d'un cancer. Mon mari elle a dit « Tu sais Christophe, c'est toi le plus dégourdi des trois, je te confie maman et je te confie tes frères ». Et Christophe lui a dit « Je te promets papa, tu peux compter sur moi ». Il lui fait la promesse d'être encore plus présent qu'il ne l'est déjà. Le 4 septembre, l'inquiétude monte d'un cran. Christophe ne vient pas à un rendez-vous médical important pour son père, rendez-vous qu'il n'aurait raté sous aucun prétexte. Et là, mon mari et moi, on dit « Mais comment se fait-il que Christophe n'est pas venu? Mais que se passe-t-il ?» Elle a le pif d'une mère, en gros. C'est-à-dire qu'elle a dû sentir quelque chose. Elle a senti qu'il s'était passé quelque chose de grave. Christophe Dalmasso a maintenant disparu depuis plus d'une semaine. Lorsque son petit frère, Laurent, en déplacement à Nice, fait une découverte alarmante devant ce concessionnaire automobile. C'est le frère de Christophe qui va passer par hasard devant cette concession, voir une épave calcinée. Il fait le tour de la voiture et il restait un morceau de la plaque d'immatriculation. Et là, il reconnaît la voiture de son frère. Là, c'est la panique. J'ai dit, mais la voiture a brûlé, mais est-ce qu'il y avait Christophe dedans? Il m'a dit non, il n'y avait pas Christophe dedans. Paniqué, Laurent Dalmasso se rend immédiatement au commissariat de police de Nice. C'est lui qui va effectivement indiquer tout de suite aux enquêteurs de la PJ, mais le véhicule qui est calciné, moi je le connais très bien, c'est celui de mon frère. Au commissariat, Laurent Dalmasso apprend que les pompiers sont intervenus dans la nuit du 8 au 9 septembre 2003 pour éteindre le véhicule en flammes qui était vide de tout occupant. Mais alors qu'est-il arrivé à Christophe Dalmasso? À la recherche d'indices, la police procède à une fouille approfondie du véhicule calciné. On retrouve dans le coffre un trousseau de clés. Trousseau de clés qui appartient à Christophe Dalmasso. La présence de ce trousseau de clés, ça veut dire qu'il ne peut plus rentrer chez lui. Enfin, on n'oublie pas les clés. Il s'est passé quelque chose. En effet, un homme qui disparaît brutalement en laissant ses clés, ce n'est pas normal. Et le fait que sa voiture soit retrouvée entièrement carbonisée ne laisse présager rien de bon. La destruction du véhicule, c'est la destruction de la preuve. On veut détruire un élément de preuve qui pourrait permettre de remonter à Christophe Dalmasso ou à l'identification des personnes qui ont pu l'agresser. La famille de Christophe Dalmasso dépose alors une plainte pour disparition inquiétante. Ne disposant d'aucun indice pour établir l'heure et le jour de la disparition, les policiers vont reconstituer l'emploi du temps de l'homme d'affaires. Le 1er septembre, il rend visite à ses parents. Le lendemain, le 2,
On parvient à le suivre grâce à sa carte bancaire et son téléphone. On sait qu'il a pris l'autoroute puisqu'il y a une trace de son péage à 9h50. Il part de Cannes et il va sur Nice. C'est la géolocalisation de son téléphone qui va permettre de dire qu'il est bien arrivé à Nice et qu'il est bien dans les parages du château Beaulieu. Le château Beaulieu, c'est cet immeuble de style plutôt bourgeois du centre-ville, propriété de Christophe Dalmasso. À ce stade, rien ne permet de prouver s'il est, oui ou non, rentré dans l'immeuble. Il est dans le secteur de Château-Beaulieu à partir de 11h, il est là-bas. À 12h20, il téléphone à une certaine Mylène. Cette Mylène qui n'a rien à voir dans le dossier. Et son téléphone s'arrête à 12h35. Et à partir de 13h et après 13h, il est aux abonnés absents. Son téléphone bascule directement sur la messagerie. Aucune nouvelle. Il s'est volatilisé. Comment Christophe Dalmasso a-t-il pu disparaître en plein jour et en plein centre de Nice? En tout cas, personne dans le quartier ou dans son immeuble ne l'a vu ce jour-là. Comme il est d'usage en pareil cas, les enquêteurs vont dans un premier temps s'intéresser à la vie privée de Christophe Dalmasso. À commencer par une certaine Elisabeth, l'ex-femme de l'homme d'affaires. Il avait 17 ans, il était enfant de cœur et il a fait la connaissance d'Elisabeth 8 ans de plus. Ça a été une relation très passionnée, que ce n'était peut-être pas une relation comme l'entendait la famille de M. Dalmasso, mais pour Christophe Dalmasso, ça a été un moment, la femme de sa vie très certainement. C'est au départ les feux de l'amour. Il est heureux, il est heureux, il est heureux. Il aime cette femme, elle, a priori, elle l'aimait. Elle était un peu bohème, Christophe aimait ça. Un an seulement après leur rencontre, Christophe et Elisabeth se marient. Il n'a que 18 ans et pourtant il n'hésite pas à donner à sa nouvelle femme une véritable preuve d'amour. Cette femme a une petite fille de 5 ans qui s'appelle Lucie, qu'il va quelques années plus tard, enfin quelques temps plus tard, reconnaître. Il va donc lui donner son nom, il va l'adopter et elle s'appellera Lucie Dalmasso. C'est un vrai geste d'amour envers Elisabeth. Et je crois que par la suite, il s'est comporté vis-à-vis de cet enfant comme son père, l'élevant et faisant tout ce qu'un père peut faire pour ses enfants. Adoptive. Après avoir épluché la vie privée de l'homme d'affaires, les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice permettant d'expliquer sa mystérieuse disparition. Alors, ils vont chercher du côté de sa fortune, car l'homme est riche, très riche. Il est riche, il pèse environ 15 millions d'euros. Une fortune colossale, acquise très rapidement et dont l'origine est un petit peu obscure. Dans leur enquête, les policiers découvrent que Christophe Dalmasso a hérité par 2 fois, en 1988 et en 1998, de 2 vieilles dames particulièrement généreuses. Ce qui est très important, c'est surtout ce qui a monopolisé les enquêteurs, c'est l'héritage corse. Puisque c'est Madame Glenzer qui l'a institué légataire universel. Madame Glenzer est une centenaire décédée en Corse en septembre 1998. Elle lègue toute sa fortune au seul Christophe Dalmasso. En conséquence, je lui lègue tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession le jour de mon décès, sans aucune exception ni réserve. À seulement 29 ans, Christophe Dalmasso devient millionnaire et se retrouve à la tête d'un empire immobilier. Il va hériter de terrains, 21 hectares, du côté d'Île-Rousse, en Corse, sur lequel il va faire des terrains constructibles, sur lesquels il va d'ailleurs faire des programmes, notamment un golf. Il avait son château Beaulieu, il avait ses appartements, il en a racheté d'autres. L'héritage intrigue les policiers, car Christophe Dalmasso n'avait aucun lien de parenté avec Madame Glenzer. Les enquêteurs s'interrogent un peu sur l'origine de cette fortune, savoir s'il n'y a pas eu un abus de faiblesse sur cette vieille dame. Il a eu ce que j'appellerais peut-être un travail d'approche avec certaines personnes qui étaient susceptibles de lui léguer leurs biens, etc. Bon, alors, sur le plan d'une morale stricte, on peut peut-être s'interroger. Les enquêteurs découvrent que Christophe Dalmasso a rencontré la vieille dame grâce à sa femme, qui était sa dame de compagnie. Peu à peu, l'homme devient très proche, un peu comme un membre de la famille.
Elle disait toujours, j'aurais aimé un petit comme Christophe. Il avait beaucoup de tendresse pour cette dame. Il lui a donné de l'affection. Il lui faisait la lecture, il la promenait. Je disais, mais tu en feras autant pour moi? Mais je n'avais pas eu de réponse. Christophe Dalmasso était-il un homme intéressé par l'argent? Nous avons posé la question à sa mère. Sa réponse est sans ambiguïté. Je pense. Pour la famille de la vieille dame, cela ne fait aucun doute. Christophe Dalmasso l'a spolié de son héritage. D'ailleurs, les enfants de Madame Glenzer portent plainte devant les tribunaux pour abus de faiblesse. Toutes les décisions de justice qui ont été rendues sont favorables à Christophe Dalmasso et ont confirmé qu'il n'y avait absolument aucun moyen, il n'avait usé d'aucun moyen pouvant s'apparenter à une infraction pénale pour bénéficier de cette donation. Cette décision de justice qui blanchit Christophe Dalmasso est intolérable pour la famille Glenzer. Du coup, les policiers s'interrogent. Christophe Dalmasso aurait-il été victime d'une vengeance ? La piste, c'est de chercher qui a pu concourir à la disparition de Christophe Dalmasso. Donc, comme il y a cette histoire, il y a et qu'il y a une revendication de la part des héritiers, le principe c'est de savoir si la filière corse aurait pu concourir à la disparition. Alors, la disparition de Christophe Dalmasso est-elle liée à l'héritage reçu par Madame Glenzer ? Tout le laisse penser, car seulement 4 jours après la disparition de l'homme d'affaires, un incendie ravage complètement l'une des propriétés corses dont Christophe avait hérité. Ça a été vérifié et visiblement ça n'a pas abouti. La piste corse se referme. Mais les policiers ne désarment pas, car ils ne tardent pas à découvrir que le jeune homme s'est fait de nombreux ennemis dans sa vie d'homme d'affaires. Avec toutes ces affaires qu'il brassait, je lui avais dit, je l'avais prévenu, j'ai dit tu auras un jour des ennemis, c'est obligatoire. Il a pu faire des jaloux, il a pu faire des mécontents. Pour la police, les pistes sont multiples. Les policiers trouvent quasiment à chaque fois qu'ils vont rencontrer quelqu'un, un suspect potentiel, en tout cas, quelqu'un qui a des raisons d'en vouloir à Christophe Dalmasso. À 29 ans, et avec un simple BTS de mécanique en poche, Christophe Dalmasso est à la tête d'un héritage de 15 millions d'euros. Le jeune homme décide alors de se lancer dans les affaires. Son premier investissement, c'est un garage. Il y vend des voitures de luxe d'occasion et très vite, il acquiert la réputation d'être un homme intraitable. Tous les témoignages sont concordants, la personnalité de Christophe Dalmasso est forte, à la fois diable et ange. On apprend que c'est un homme d'affaires impitoyable. Âpre au gain, un véritable homme d'affaires, j'allais dire de la Côte d'Azur, ce qui n'est pas franchement une qualité. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Il y a une affaire, il ne fait pas de cadeaux. Il y a eu un litige pour une histoire de voiture, de rachat, de revente. Il exigeait une commission qui était très importante, ça finit à coup de poing. Des litiges qui parfois se transforment en menaces de mort. Exemple, nous sommes en décembre 2002, des hommes placent en dépôt-vente une Mercedes au garage de Christophe Dalmasso. Très vite, il met un mécanicien dessus et très vite, il se rend compte que la voiture est maquillée, qu'elle a donc été volée. Christophe, il avait eu un litige avec des gitans. Et c'est avéré que cette voiture avait été trafiquée. Il recontacte les gitans et le ton monte très vite. S'estimant floué, Christophe Dalmasso refuse catégoriquement de restituer la voiture à ses propriétaires et exige une somme d'argent. Les gitans l'auraient alors menacé. Les gitans disant on va te tuer si tu rends pas la voiture, et le ton monte comme ça entre crescendo. Après, il a eu des menaces de mort là, Christophe. Mais lui, il n'avait pas peur de la mort. Les policiers qui enquêtent sur la disparition de Christophe Dalmasso se demandent si le jeune homme n'aurait pas pu être victime d'un règlement de compte sanglant. On est dans le sud de la France où les gangs, entre guillemets, fleurissent. Il y a des filières d'exportation vers les pays du Maghreb, vers les pays de l'Est également. On a pu penser un temps que Christophe Dalmasso s'était retrouvé dans une sale affaire, embringué avec des types de la mafia sur un trafic de voitures volées. Les gitans sont interpellés. Interrogés, ils reconnaissent seulement avoir voulu faire peur à Christophe Dalmasso. Mais ils affirment n'avoir jamais mis leur menace de mort à exécution.
D'ailleurs, ils ont fini par payer pour récupérer leur voiture. La piste des trafiquants de voitures de luxe s'arrête là. Cela fait maintenant 4 mois que Christophe Dalmasso a disparu. L'enquête est au point mort jusqu'au 7 janvier 2004 où René Dalmasso apprend qu'une forte somme d'argent doit être débitée du compte bancaire de son fils. On a appris au mois de janvier 2004 qu'il y avait un chèque qui était arrivé à l'encaissement, un chèque de 59 000 €. 59 000 €, une coquette somme, de quoi intriguer la banque. Un des agents examine le chèque, il appartient bien au jeune millionnaire, et pourtant il ne faut que quelques minutes à l'employé pour réaliser qu'il s'agit d'un faux. Ce chèque supporte une signature grossièrement imitée, et bien évidemment, l'organisme bancaire refuse le paiement de ce chèque. Et ce n'est pas tout. C'est un autre détail qui va particulièrement attirer l'attention des policiers. Le chèque est signé du 30 août 2003, soit 3 jours exactement avant que Christophe Dalmasso ne se volatilise. Pour les policiers, celui qui a falsifié le chèque a très probablement un lien avec sa disparition. D'autant que Christophe Dalmasso ne se séparait jamais de son chéquier. Christophe Dalmasso avait pour habitude de se balader avec une banane dans laquelle il y avait ses papiers, les papiers auxquels il tenait. Ce chéquier, il était dans la banane de Christophe. Il venait de l'avoir, je crois qu'il l'avait eu, il a été délivré le 25 août 2003. Donc c'était un chéquier récent. Pour les enquêteurs, plus de doute. Il ne s'agit plus d'une simple disparition. Désormais, ils tiennent une piste. On peut penser qu'il avait ce chèque avec lui, que ceux qui l'ont enlevé et tué, bien sûr, ont procédé à la fouille, j'allais dire, d'usage, et que, tombant sur ce chèque, ils ont pensé qu'ils pourraient en faire usage le moment venu. Ce chèque de 59 000 € est le seul indice dont disposent les policiers. Alors ils interrogent tous les proches de Christophe Dalmasso, et c'est Lucie, sa fille adoptive, qui va leur livrer une information capitale. Lucie va finir par apprendre aux policiers que ce chèque, elle l'a vu, et que c'est son petit copain, Edno Borba da Silva, qui est un Brésilien, qui lui aurait montré quelques jours après la disparition de son père, cette formule de chèque. L'enquête se tourne alors vers Edno Borba da Silva. Edno Borba da Silva est brésilien, il a 34 ans et il est danseur de capoeira. Il danse dans la rue, et il n'a pas de revenus. Hein. L'homme est sans ressources, et c'est l'un de ses amis brésiliens qui lui présente Christophe Dalmasso. Les deux hommes sympathisent. L'homme d'affaires propose alors à Edno Borba da Silva de s'installer à Château-Beaulieu dans un studio, au premier étage. Et c'est à ce moment-là qu'Edno Borba da Silva devient le petit ami de Lucie. Il vit au crochet de Lucie Dalmasso dans un appartement du Château-Beaulieu, appartement de Christophe Dalmasso. Les enquêteurs se demandent alors comment le Brésilien a fait pour avoir entre les mains le chèque de Christophe Dalmasso. Face aux policiers, Edno Borba da Silva affirme que Lucie s'est trompée. Il n'a jamais vu ce chèque de 59 000 €. Mais il reconnaît toutefois avoir reçu d'autres chèques de Christophe Dalmasso. Borba da Silva explique à la police que ces chèques lui ont été donnés par Christophe, vivant fin août 2003, contre un terrain au Brésil lui appartenant. Un beau terrain, sécurisé, magnifique. Il dit oui, mais moi je vais vous envoyer l'acte. Il nous fait croire, monsieur Borba da Silva, qu'il y a un acte et tout. Les enquêteurs décident de vérifier point par point la déposition d'Edno Borba da Silva. Et ils vont aller de surprise en surprise. Il y avait quand même eu des recherches au Brésil par l'ambassade de France, par la police brésilienne, etc. Donc il n'avait pas du tout été localisé. Aucune trace de billet d'avion n'avait été trouvée, etc. Il n'y avait aucune inscription de terrain vendu à Christophe Dalmasso. Ils n'ont rien trouvé. Ceci a été vérifié par les enquêteurs de police. Borba da Silva n'a jamais eu de terrain au Brésil. Et par voie de conséquence, il n'en a jamais vendu. Donc, les enquêteurs étaient quand même très circonspects sur cette piste brésilienne. Hein. Borba da Silva aurait donc menti.
L'homme est désormais dans le collimateur des enquêteurs. En examinant son emploi du temps du 2 septembre 2003, jour de la disparition de Christophe Dalmasso, il découvre un détail troublant. Il avait une blessure sur le sourcil. Il a même demandé ma carte vitale pour aller se faire soigner. Il m'a raconté qu'il avait s'est bagarré avec un homme qui tient un chien, un homme homosexuel qui a mal regardé lui, ils se sont bagarrés avec un Italien. C'est une blessure à l'arcade sourcilière, au-dessus de l'arcade sourcilière, qui a nécessité la pose de points de suture. La blessure paraît immédiatement suspecte aux yeux des enquêteurs. Et si Borba da Silva s'était battu avec Christophe Dalmasso avant de le faire disparaître? Pour en savoir plus, les policiers demandent à l'hôpital de Nice le compte-rendu des passages aux urgences, ce 2 septembre 2003. Pendant des semaines, on ne va jamais arriver à retrouver la trace au CHU de la visite de Borba da Silva. Et on va même avoir, dans un premier temps, un rapport de la part des services enquêteurs disant que le CHU de Nice, je pense que c'est l'hôpital Saint-Roch, va écrire « Nous n'avons jamais pratiqué d'intervention en urgence concernant M. Borba da Silva ». Les enquêteurs sont dans l'impasse. René Dalmasso, pourtant, refuse de baisser les bras. Elle est convaincue que le Brésilien est impliqué dans la disparition de son fils. Alors, elle décide de mener sa propre enquête. C'était la dépression ou l'action. Je ne pouvais pas faire autrement. Je me suis investie à fond dans l'enquête. Je suis allée partout. C'est normal, c'est mon enfant. Alors, René Dalmasso se rend à l'hôpital Saint-Roch de Nice et consulte le registre des admissions. Et là, elle trouve la preuve qu'elle cherchait. Enno Borba da Silva a bien été admis aux urgences et il était accompagné de Lucie. Lucie, c'est elle qui fait les entrées, qui fait la déclaration, qu'elle paye en espèces, alors qu'elle a toujours dit qu'elle avait donné la carte vitale. Elle paye en espèces 23 €. Et au lieu de marquer Borba, elle fait marquer Borla. Borla. C'est pour ça que quand la police a recherché dans les entrées de Saint-Roch, on n'a pas retrouvé Borba. Grâce à la ténacité de René Dalmasso, l'enquête est relancée. Enno Borba da Silva fait figure de suspect. La police se rend à son domicile dans l'espoir de trouver de nouveaux indices. On va procéder à des opérations de perquisition qui vont permettre la découverte de cette carte qui est au nom de Christophe Dalmasso et qui va être retrouvée dans l'appartement de Borba da Silva. Une carte de fidélité d'un magasin niçois que Christophe Dalmasso avait toujours sur lui. Enno Borba da Silva est mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention. Un nouvel espoir pour René Dalmasso. C'est vrai que pour moi, ça a été un grand soulagement de me dire « Enfin, un qui part en prison. Enfin, on va savoir. On va savoir. » En effet, 1 an après la disparition de son fils, l'affaire va connaître un nouveau rebondissement tragique. Août 2004. Comme chaque été, les plages de la Croisette sont envahies par les touristes. L'un des nageurs fait une macabre découverte. Au milieu de la baie de Golfe-Juan, de baigneurs. Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast consacré à l'affaire Christophe Dalmasso. Dans la seconde partie, vous allez découvrir que les circonstances de son assassinat sont pour le moins troubles. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de ce podcast consacré à l'affaire Christophe Dalmasso, vous allez voir que les circonstances de l'assassinat de Christophe sont pour le moins troubles. Avec moi, vous entendrez les voix de René Dalmasso, la mère de Christophe, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Pour les enquêteurs, pas de doute, il s'agit désormais d'une affaire criminelle. Les restes de Christophe Dalmasso sont confiés à la police scientifique. Seulement l'examen des os de la victime ne permet pas d'établir les circonstances exactes de la mort. Toutefois, il découvre sur certains cartilages de curieuses traces de végétaux et de terre, ainsi que des épines de pin.
D'après l'autopsie, les quelques morceaux de corps de Christophe Dalmasso ont séjourné dans un endroit humide et probablement sous la terre. Première conclusion, Christophe Dalmasso, après avoir été tué, a d'abord été enterré, puis son cadavre a été exhumé. Il y a eu certainement le fait qu'on ait déterré alors le cadavre, une partie du cadavre, c'est tout un problème, et qu'on ait ensuite jeté une partie de ses ossements à la mer. Pour quelle raison le cadavre a-t-il été déterré avant d'être jeté à la mer? Pourquoi les restes ont-ils été retrouvés à plus de 30 km de sa voiture brûlée? Autant de questions qui pour le moment restent sans réponse. Toujours est-il que les enquêteurs ont désormais une certitude, Christophe Dalmasso a été tué. Il n'a jamais mis les pieds au Brésil. Enno Borba da Silva a donc menti. Désormais, tout accable le Brésilien. Celui qui parlait de la vie de Christophe Dalmasso au Brésil, c'est Enno Borba da Silva. Donc bien évidemment, les policiers vont l'extraire de la maison d'arrêt pour le réentendre sur ce point, sachant pertinemment qu'il a menti. Face aux enquêteurs, le suspect va totalement changer sa version des faits. Et ses propos vont faire l'effet d'une bombe. Maintenant, il accuse une personne, jusque-là insoupçonnable. Borba da Silva, il est coincé et il n'a pas d'autre solution pour s'en sortir, en tout cas c'est ce qu'il croit, que de balancer. Borba da Silva va effectivement se livrer et décider d'accuser Lucie Dalmasso comme étant la commanditaire de l'assassinat de son père. Pour étayer ces graves accusations, Enno Borba da Silva va rapporter aux enquêteurs une conversation qu'il a eue avec Lucie 2 mois avant la disparition de Christophe Dalmasso. Il affirme que Lucie lui aurait dit qu'en réalité, elle détestait son père. Sur un plan personnel, elle le décrit à Borba comme, y compris un être violent d'ailleurs, et puis ensuite elle dit que c'est un être cupide, et elle lui raconte donc tous les différends qui l'opposent à son père. Toujours selon le Brésilien, si Lucie avait des relations exécrables avec son père, c'est à cause d'une histoire d'argent. En 2001, Christophe Dalmasso place sur un compte de la Poste 47 000 € pour permettre à sa fille de financer ses études. Seulement Lucie va très rapidement faire une découverte. Elle surveillait à distance ses comptes et elle s'est aperçue que son père avait ponctionné de l'argent sans l'en avertir. En effet, Christophe Dalmasso a retiré 10 000 € sur ce compte pour s'acheter une voiture de luxe. La réaction de Lucie ne se fait pas attendre. L'argent que le père adoptif lui donne et lui reprend en partie la rend absolument folle de rage. Et elle vide le compte pour 245 000 francs. C'est un compte que M. Dalmasso avait ouvert pour elle, mais le principe n'était pas que Lucie en dispose de la façon dont elle en a disposé. Et elle est allée prendre cet argent, et le père, Christophe Dalmasso, l'a très mal pris. Il s'aperçoit qu'en fait, je dirais pas qu'il a été roulé, mais que sa fille n'est pas ce qu'il attendait, et au contraire, qu'on en veut plus à son argent qu'à ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire le père qu'il a accepté de devenir légalement. Alors il le prend mal. Au fil du temps, les relations entre la fille et le père s'enveniment, à tel point que Lucie va lui écrire une lettre en mai 2001. Donc effectivement, elle lui a dressé un tableau de son père apocalyptique, en le traitant de tout, de cupide, d'harpagon, de pervers, et en lui disant également qu'il ferait bien de ne pas trop faire le malin, c'est à peu près en substance, parce que le diable serait plus fort que lui. Et elle conclut d'ailleurs ce courrier en disant « Tu ne l'emporteras pas au paradis ». Tu ne l'emporteras pas au paradis. Cette phrase résonne comme une menace. D'ailleurs, Lucie va traîner son père en justice et réclame réparation. Elle porte plainte contre son père pour abus de confiance, d'avoir pris de l'argent alors qu'il lui avait fait une donation. Que cet argent, il lui avait donné et qu'il n'avait pas besoin de le reprendre. Père et fille se déchirent alors devant les tribunaux. 2 ans passent et la justice tranche. Le 24 juin 2003, Lucie apprend qu'elle a perdu son procès. Et elle est condamnée à rendre l'argent à son père, plus des dommages et intérêts. Christophe Dalmasso a désormais rompu tout contact avec sa fille. Il pense que l'affaire va en rester là, jusqu'à ce jour d'août 2003 où il découvre un petit mot sur son pare-brise
Un message là encore au parfum de menace. Christophe, j'étais là-bas à la cuisine, il vient et puis il me dit « Maman, Lucie a mis un papier sur mon pare-brise. » Il me dit « Il n'était pas signé, mais il me dit « J'ai reconnu sur l'écriture. Rira bien qui rira le dernier. » Et là, il me dit « Sa froideur me fait peur, maman. » Christophe Dalmasso semble avoir peur de sa fille. Désespéré, l'homme prend alors une décision irrévocable. Christophe Dalmasso avait engagé une procédure pour déshériter sa fille. Il voulait lui retirer son nom et il voulait en fait annuler cette procédure d'adoption qu'il avait faite quelques années auparavant. Parce qu'il se sent menacé, Christophe Dalmasso rédige son testament en faveur de son frère. Christophe fait un testament en faveur de son cher petit frère Laurent, en marquant dessus « Si je ne peux le faire avant mon décès, je veux qu'une contestation d'État soit engagée contre ma soi-disant fille. » Ce testament, c'est à la fois le cri d'un homme un peu désespéré, il me semble, de la part de quelqu'un qui présage, qui sent qu'il peut lui arriver quelque chose. Je ne dis pas qu'il sent que ça peut lui revenir du côté de Lucie, mais je sens la lecture de ce testament, elle vous fait froid dans le dos. Entre les lignes, Christophe Dalmasso semble redouter qu'il ne lui arrive quelque chose. Interrogé par les enquêteurs, Edno Borba da Silva confirme les craintes de Christophe Dalmasso suite aux menaces qu'il a reçues. Il affirme qu'en août 2003, un mois avant sa disparition, Lucie lui aurait proposé un contrat pour tuer son père. Il va dire, elle m'avait demandé à moi de l'exécuter. Elle me promettait 1 000 € plus un loyer à vie, enfin un logement à vie dans le fameux château de Beaulieu. Chose qu'il avait refusée parce que je vous disais qu'évidemment, lui n'avait aucune raison d'en vouloir à Christophe Dalmasso, strictement aucune. Toujours selon Edno Borba da Silva, Lucie n'aurait pas pour autant renoncé à son macabre projet. Voici selon le Brésilien le récit détaillé des événements le jour de la disparition de Christophe Dalmasso. Ce fameux 2 septembre, il expliquera aux policiers que Lucie avait recruté 2 Tunisiens et un Brésilien. Les 3 hommes seraient cachés à l'intérieur du parking Foch. Un parking situé à une centaine de mètres de Château-Beaulieu, là où habitent Lucie et son père. Ce jour-là, Christophe Dalmasso arrive au parking, il est 12h30. Lucie surveillait la scène et plutôt l'arrivée de son père au parking Foch. De la fenêtre des toilettes communes du 4e étage du château Beaulieu. Lucie Dalmasso communiquant par téléphone avec ses sbires et ayant, je dirais, la direction des opérations. Par téléphone portable, elle aurait signalé à ses complices l'arrivée de son père. Choqué par cette scène surréaliste, le locataire quitte les lieux. C'est une anecdote qui fait froid dans le dos. Les accusations d'Edno Borba da Silva contre Lucie sont graves. Reste à entendre la fille de Christophe Dalmasso pour qu'elle donne sa version. Le 17 janvier 2005, les enquêteurs organisent donc une confrontation entre le Brésilien et la jeune femme. Pas une fois, Lucie Dalmasso ne va montrer le moindre signe de nervosité. Elle réfute une à une toutes les accusations de son ancien compagnon. Lucie Dalmasso nie, s'exclame en disant « Mais comment on peut accréditer une thèse comme ça c'est affreux, c'est une vengeance. » Borba est un amoureux conduit. C'est l'ancien amant de Lucie Dalmasso. Elle ne veut plus entendre parler de lui, elle rompt avec lui. Je pense qu'il a essayé une petite vengeance. Il a perdu la tête. Voilà, ces explications sont absolument dans la négation la plus complète et l'effarement de se voir accusé de choses comme ça. Les policiers sont face à un dilemme entre des accusations sans preuve et des dénégations évasives. Alors, qui dit vrai ? Dans un premier temps, les enquêteurs vont tenter de vérifier point par point la version d'Edno Borba da Silva. Ils se rendent tout d'abord au parking où Christophe Dalmasso aurait été agressé selon le Brésilien.
Sur place, ils ne trouvent aucune trace de sang ou un quelconque indice permettant d'affirmer que le crime aurait été commis dans ce sous-sol. À Château-Beaulieu, où Lucie aurait, selon le Brésilien, orchestré le meurtre de son père, ils interrogent tous les habitants de l'immeuble. Cléonasio se souvient alors d'un détail crucial, juste après la disparition de Christophe Dalmasso. Je commence à sentir une odeur terrible au niveau des caves. C'était une odeur de viande pourrie, c'était une odeur insupportable. Ça fait 3 ans que je suis là, j'ai jamais senti ça. Cette odeur, elle a perduré au moins un mois. Pour René Dalmasso, une conclusion s'impose. Il est mort et il est mis dans les caves du château Beaulieu. Les policiers sont perplexes. Christophe Dalmasso a-t-il été tué dans le parking puis transporté dans les caves de Château-Beaulieu, comme semble le croire René Dalmasso? Le cadavre en décomposition a-t-il été ensuite enterré et déplacé? Comment son squelette s'est-il retrouvé au bord de la mer? Autant de questions jusque-là sans réponse. Alors, les enquêteurs décident d'examiner les relevés téléphoniques de Lucie Dalmasso. Grâce aux antennes relais, ils vont pouvoir déterminer ses déplacements dans les jours et les semaines qui ont suivi la disparition de son père. Et les policiers finissent par découvrir que le 4 octobre 2003, exactement un mois après la disparition de Christophe Dalmasso, Lucie se trouvait au Canet, un village sur les hauteurs de Cannes. On sait que le grand-père de Lucie possède une propriété sur les hauteurs de Cannes, du Canet. Et donc, bien évidemment, on peut imaginer qu'il a été enterré là. Le terrain semble un emplacement idéal pour enterrer un corps. On y accède par un chemin envahi par des broussailles et il n'y a aucun vis-à-vis. Mais les enquêteurs s'interrogent, pourquoi le corps de Christophe Dalmasso a-t-il été exhumé? Encore une fois, c'est Edno Borba da Silva qui va leur apporter une réponse. Lucie lui aurait dit que le fait de déterrer le corps, c'était pour permettre qu'on le retrouve, évidemment, et qu'elle puisse toucher l'héritage. En France, pour hériter de quelqu'un qui a disparu, il faut attendre 10 ans si on n'a pas retrouvé le corps. Elle l'a fait déterrer et on l'a jeté après par-dessus le pont de l'Aube. C'est à côté du terrain du grand-père. Le scénario d'Edno Borba da Silva paraît plausible. En effet, en se rendant sur les lieux, les policiers ne trouvent pas où le corps aurait été enterré, mais constatent que le terrain du grand-père surplombe le pont de l'Aube, sous lequel coule un petit torrent qui se jette directement dans la mer. Là où les restes de Christophe Dalmasso ont été retrouvés. Ainsi, selon les policiers, les meurtriers auraient en pleine nuit déterré le corps en décomposition, puis auraient jeté les restes dans le torrent. Les eaux, emportées par le courant, auraient finalement été entraînées jusqu'à la plage de Golfe-Juan. Les affirmations d'Edno Borba da Silva sont des éléments extrêmement lourds, extrêmement graves contre Lucie. En tout cas, ça ne sort pas Borba da Silva, mais ça enfonce complètement Lucie. Le 3 février 2005, Lucie Dalmasso est mise en examen pour complicité de meurtre. L'affaire semble entendue, mais les avocats de la jeune femme contestent sa mise en examen et la justice va relever plusieurs négligences de l'enquête. Selon les policiers, la jeune femme a été localisée grâce à son portable sur le terrain où aurait été enterré son père. Or, Lucie a une explication. Elle n'était pas sur le terrain, mais sur une route qui longe le fameux terrain. C'est une route secondaire qui est proche du terrain. C'est une route secondaire qui est très utilisée et que Lucie Dalmasso empruntait, disait-elle, pour aller à des fêtes, pour sortir habituellement. Les avocats de Lucie soulignent par ailleurs que l'enquête à charge n'est basée que sur un seul et unique témoignage. En fait, la stratégie de la défense va essayer de montrer les différentes versions de Borba da Silva. Les contradictions de Borba da Silva. Or, l'accusation de Lucie ne repose que sur les accusations d'Edno. Au-delà des accusations de Borba da Silva, aucune charge, aucun autre élément. Les mensonges d'Edno Borba da Silva vont tellement le desservir que du coup on va se dire si lui ment, ça veut dire que Lucie Dalmasso n'a pas menti.
En juillet 2007, les avocats de Lucie Dalmasso demandent l'annulation de sa mise en examen. Les magistrats ont considéré qu'il n'y avait pas de charge suffisante contre Lucie pour la maintenir en détention et pour la poursuivre d'enlèvement, de séquestration et même de complicité de meurtre de son père. Lucie Dalmasso bénéficie d'un non-lieu. La jeune femme est libre. René Dalmasso est sous le choc. J'ai pas compris, mes avocats n'ont pas compris, on était effondrés. On était effondrés de dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Résultat, la justice décide de renvoyer un seul accusé, Edno Borba da Silva. 16 mars 2009. Après 6 ans d'enquête, le procès d'Edno Borba da Silva s'ouvre à la cour d'assises de Nice. Et d'emblée, l'ambiance est tendue entre René Dalmasso et Lucie. On voit arriver Madame Dalmasso avec ses fils sur le banc de la partie civile. On apprend très vite que Lucie Dalmasso a demandé à être aussi dans la partie civile. Je la voulais pas à côté de moi. Je la voulais pas. Qu'elle reste assise, mais pas à côté de moi. Elles vont être à quelques mètres d'écart. Lucie Dalmasso essaye de capter quelque chose des regards de la famille Dalmasso. La famille Dalmasso ne la regarde pas. Edno Borba da Silva comparaît seul dans le box, mais curieusement les regards sont également fixés sur Lucie Dalmasso. Borba da Silva comparé pour complicité de meurtre. Donc un complice, a priori, il ne comparait pas seul. Et là, effectivement, il se retrouve seul dans le box des accusés. Et tout le monde sait, bien sûr, que la fille de M. Dalmasso a été, elle, mise en examen et a bénéficié d'un non-lieu. Donc automatiquement, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Dès le début, on ressent cela. Borba da Silva profite de ce climat de suspicion qui plane sur Lucie Dalmasso et tente désespérément d'incriminer son ex-compagne. Borba da Silva l'accuse sans cesse, et elle résiste à tout. Franchement, elle ne craque jamais. Alors elle a un comportement assez particulier, c'est-à-dire une petite larme qui coule, un petit mouchoir, etc., pour essuyer sa petite larme. Mais elle reste quand même imperturbable. Elle ne craque jamais. Le Brésilien ne cesse de clamer son innocence. Seul accusé, il sait qu'il risque de payer pour ses complices. Aux abois, l'homme fait alors une révélation fracassante. Et c'est là que lui, il lâche le mot. Les civils de René Dalmasso vont mettre le doigt sur une négligence de l'enquête, à savoir cette fameuse aiguille de pin qu'on retrouve dans le pied gauche de Christophe Dalmasso. Ça faisait des années que la partie civile pointait du doigt qu'on avait retrouvé dans le pied du malheureux Christophe Dalmasso une épine de pin dont il était vraisemblable, très vraisemblable, qu'elle provenait d'un pin situé sur le terrain de la propriété du grand-père. Pour en avoir le cœur net, la juge suspend l'audience et demande aux policiers de se rendre sur les lieux. Vérification faite, l'aiguille de pin retrouvée sur le pied de Christophe Dalmasso est identique au pin de la propriété. Ça signe le passage, une fois décédé, ou alors au moment où on l'a tué, le passage de Christophe Dalmasso sur ce plateau. Des éléments pour le moins embarrassants pour Lucie Dalmasso. La jeune femme est une nouvelle fois mise en examen pour complicité de meurtre. Face aux négligences de l'enquête, la présidente de la Cour décide de renvoyer le procès à une date indéterminée. Il y a énormément de zones d'ombre, on n'a qu'une partie du corps, on a éventuellement un mobile, mais on n'a pas, on a peut-être le commanditaire, mais on n'a pas l'exécutant. On a un complice possible des exécutants, voilà, ou de l'exécutant. Et on a une trame du scénario, mais voilà, c'est tout. Une seule personne va tirer profit de ce fiasco judiciaire. Après 5 années de détention provisoire, Da Silva a été libéré hier soir. La lourde porte de la maison d'arrêt de Nice vient de s'ouvrir sur Edno Borba da Silva. Les 5 dernières années qu'il vient de passer derrière les barreaux tiennent en 2 sacs et un carton. Ses avocats l'attendent. Le jeune Brésilien, qui a eu 34 ans il y a 2 jours, ne réalise pas vraiment ce qui lui arrive. C'est 5 ans
que je parlais et j'aimais personne à mes côtés. Le Brésilien est libre, mais sous contrôle judiciaire et il doit rester en France. Pourtant, début 2010, Edno Borba da Silva prend la fuite et s'envole pour le Brésil. Un beau matin, il m'appelle en me disant « Voilà, maître, j'ai décidé que je ne respecterai plus mon contrôle judiciaire, je m'en vais. » Il se rend compte de sa situation, il a déjà fait de la préventive, il n'a pas envie de recommencer, il n'a surtout pas envie que tout lui tombe sur le dos et qu'il paye, lui, tout seul, alors quand certainement il doit connaître la vérité et que la vérité, c'est qu'il ne doit pas être le seul à payer. Il me dit « Non, je pars, je m'en vais, je respecte plus le CJ. Je pars et je reviendrai pour le procès et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de M. Borba. » Les policiers ont réouvert l'enquête et interpellé Krayem Wissem, l'homme qui aurait brûlé la voiture de Christophe Dalmasso. Face aux enquêteurs, il se montre très bavard. Krayem Wissem, il avoue qu'il a brûlé la voiture avec 2 complices, qu'il a fait le transport du corps de Christophe, qu'il a brûlé la voiture, mais il n'a pas tué. Il n'a pas tué Christophe. Questionné sur les identités des meurtriers, Krayem Wissem oriente les enquêteurs sur une seule piste. Il confirme que le soir des faits, il aurait été appelé par Borba da Silva, qui lui aurait demandé de l'aider à transporter des sacs. De son appartement qu'il occupait à Château-Beaulieu. Et le fameux Wissem dit, à un moment donné, il y a des sacs, je les ai trouvés mous. Donc je lui ai demandé ce que c'était, parce que les gravats c'est dur. Et là, les sacs sont mous. Bon, et à ce moment-là, Edno lui aurait dit, écoute, j'ai eu une embrouille avec un mec, je l'ai tué, il est dans le sac. De toute façon, je te demande rien d'autre que de m'aider à transporter ces sacs, et puis un point c'est tout. Wissem, il n'a pas posé plus de questions que ça, c'est pas, il fait pas partie de la police, hein. Donc lui, il s'est contenté de pousser les sacs, s'estimant sans doute content d'être vivant, et puis il a lâché l'affaire. Ça accrédite effectivement le fait qu'il aurait été découpé après son décès. Il y a même une précision de toute façon, semblant dire que si cette opération de découpage aurait été faite dans la baignoire. Pour la première fois, un des protagonistes de l'affaire aurait donné le nom de l'un des meurtriers. Encore faut-il disposer d'indices pour confirmer cette piste. Les policiers effectuent immédiatement une perquisition au domicile d'Edno Borba da Silva. On a retrouvé 6 ans et demi après donc, la disparition de mon fils, au Château-Beaulieu, dans l'appartement de Borba da Silva, on a retrouvé du sang, de l'ADN de mon fils sur le canapé. Donc on est sûr que c'est du sang, que ça s'est passé au Château-Beaulieu. Je ne sais pas si un jour on aura la vérité. Ce qui est certain, c'est que les traces de sang qu'on a retrouvées témoignent de manière certaine qu'il a été tué dans les lieux. Aujourd'hui, tout semblerait désigner Edno Borba da Silva comme l'un des meurtriers de Christophe Dalmasso. Toute la question est de savoir si le Brésilien tiendra sa promesse et rentrera en France pour le 2e procès. Borba da Silva ne reviendra pas, il ne faut pas se faire d'illusions malgré les engagements écrits qu'a pris son avocat dans le dossier. Il n'a aucun intérêt à revenir, on n'a aucun moyen de le faire revenir. Quant à Lucie Dalmasso, qui a toujours nié toute implication dans le meurtre de son père, elle a bénéficié d'un 2e non-lieu en juin 2011. Pour la justice, il n'existe pas de charge suffisante permettant d'imputer à Lucie Dalmasso une quelconque participation au meurtre de Christophe Dalmasso. Aujourd'hui, seul Krayem Wissem est en détention provisoire. Il est mis en examen pour complicité d'homicide. C'est l'histoire d'une enquête un peu saupoudrée, un peu bâclée, un peu pas faite dans les règles, pas faite dans les temps. C'est une histoire aussi de guerre à l'intérieur du palais de justice, entre des juges d'instruction qui se succèdent. Il y a aussi ça. Voilà, on aboutit à un grand fiasco au final. 8 ans après la mort de Christophe Dalmasso, sa mère reste convaincue que ce n'est pas un, mais plusieurs meurtriers qui ont tué son fils. Le jour de l'enterrement, je lui ai dit, je te promets Christophe, ils iront tous en prison. Parce que je sais qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux, je lui ai dit, mais j'ai promis à Christophe. Mais je me sens habitée par Christophe, je vis avec Christophe. Mais je sais que j'aurai la vérité. Je l'aurai la vérité, je le sais.
Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Christophe Dalmasso. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. La pluie de novembre tombait fine, acérée comme des aiguillets de verre, rendant les trottoirs glissants, effaçant les contours des passants pressés. C'était une pluie sans mémoire, une pluie qui lave tout, sauf le poids des absences. Dans un village du nord de la France, 2 prénoms résonnent encore dans les mémoires comme des échos étouffés. Élodie et Marc. Ils avaient 9 et 11 ans, frères et sœurs, disparus en 1978 sur le chemin de l'école. Un matin d'automne banal, ils quittèrent la maison avec leur cartable, mais ne franchirent jamais le portail de la cour de récréation. Depuis ce jour, le silence de leur absence hante les rues, les visages et les nuits des parents qui n'ont jamais cessé de chercher des traces dans l'obscurité. Les archives d'époque décrivent un climat social lourd. La France des années 70 vacillait entre modernité et angoisse. Les quartiers ouvriers s'effritaient, les tensions sociales éclataient dans les usines et dans les rues, et les journaux ne manquaient jamais de relater des crimes sordides, des enlèvements mystérieux, comme si l'ombre s'était incrustée dans le quotidien. Ce fut dans cette ambiance que l'affaire prit racine. 2 enfants, 2 visages souriants sur une photo de classe jaunie, s'évaporant dans l'air humide d'un matin de novembre. Les habitants du village en parlèrent longtemps comme d'une cicatrice collective. Certains jurèrent avoir vu une camionnette blanche près de l'école, d'autres racontèrent qu'un inconnu aux lunettes fumées observait les enfants depuis plusieurs jours. Les rumeurs s'entrechoquaient, mais aucune certitude ne se dessinait. L'enquête commença immédiatement. La gendarmerie fouilla les bois, les champs, interrogea les familles, les voisins, les instituteurs. On plaça des affiches dans toutes les gares, dans tous les commissariats des régions voisines. Des appels à témoins furent diffusés à la télévision, mais les jours passaient, puis les semaines, et rien. Pas une piste solide, pas une trace tangible. Le dossier s'alourdissait de pages, mais s'appauvrissait de réponses. Les parents, rongés par l'angoisse, imploraient de la presse, suppliaient les autorités, espéraient un signe. Leur voix tremblait sur les plateaux télévisés. Mais bientôt, le pays, happé par d'autres affaires, tourna la page. Pas eux, jamais eux. Pendant des années, le village resta comme figé dans une attente silencieuse. La maison des enfants, toujours debout, semblait guetter leur retour. On racontait que la mère laissait parfois la fenêtre entr'ouverte, même en hiver, comme si un souffle, une voix, un pas léger pouvaient franchir le seuil à tout moment. L'affaire fut classée. Sans suite, ces 2 mots secs vinrent sceller une plaie béante. Mais la justice, comme l'histoire, possède parfois une mémoire imprévisible, et les fantômes refusent de rester dans l'ombre pour toujours. Tout bascula en 2008, 30 ans plus tard, dans une école abandonnée du même département. Le bâtiment, promis à la démolition, fut fouillé par une équipe municipale. Parmi les débris, la poussière et les pupitres brisés, on retrouva un vieux cahier d'écolier coincé entre 2 planches arrachées du parquet. Les pages étaient couvertes de taches, de griffonnages enfantins, mais au milieu, un dessin. Simple, maladroit, presque naïf. 2 enfants tenant la main, face à une grande silhouette noire dessinée avec insistance, et à côté, une camionnette rectangulaire. Ce détail glaça le sang de celui qui le découvrit. Le dessin fut transmis à la police qui le relia immédiatement au dossier oublié de 1978. Une coïncidence ? Une blague macabre ? Ou le témoignage silencieux d'un des disparus ? Les experts en analyse graphique confirmèrent que le style correspondait à celui d'enfants de l'âge d'Élodie et Marc. Mais comment ce cahier s'était-il retrouvé là, dans une école abandonnée ? Et surtout, pourquoi ce dessin paraissait-il presque raconter leur propre disparition ? Le cahier devint une clé, un fragment de vérité enfoui, réveillant une enquête que beaucoup croyaient enterrée à jamais. La machine judiciaire, rouillée par 3 décennies de silence, se remit en marche. Des gendarmes à la retraite furent rappelés, des archives furent rouvertes, les témoins de l'époque recontactés. Et soudain, ce qui n'était qu'une cicatrice muette se transforma en un puzzle vivant, réclamant d'être assemblé. Les enquêteurs fouillèrent dans les dossiers des disparitions similaires des années 70. Une pattern émergea. Plusieurs cas d'enfants enlevés à la sortie de l'école, toujours dans des petites villes,
toujours avec des témoins parlant d'une camionnette blanche. Un détail trop récurrent pour être ignoré. Les archives judiciaires révélèrent qu'à l'époque, un suspect avait été brièvement interrogé, puis relâché faute de preuves. Un chauffeur-livreur solitaire, connu pour rôder près des écoles. Son nom avait glissé dans l'oubli, mais son ombre se projetait à nouveau, 30 ans plus tard, sur l'enquête. Le passé reprenait vie avec une précision inquiétante. Les enquêteurs se plongèrent dans les carnets, les registres, les rapports jaunis. Le cahier d'écolier devint comme une lanterne dans un tunnel noir. Chaque trait du dessin semblait murmurer un indice. La silhouette noire, la camionnette, la peur inscrite dans les traits appuyés. Était-ce une représentation anticipée, un témoignage visuel des enfants, pris au piège, ou le dessin d'un camarade qui avait vu ce que personne d'autre n'avait remarqué? La vérité semblait flotter entre les pages tachées d'encre. On interrogea les anciens élèves de l'école abandonnée. Certains se souvenaient d'un camarade étrange, discret, qui dessinait sans cesse dans ses cahiers et qui avait parlé d'avoir vu quelque chose le jour de la disparition. Mais son nom s'était perdu dans la mémoire collective. Il fallut fouiller des archives scolaires, retrouver des listes de classe, croiser avec les registres municipaux. Une piste émergea. Un garçon prénommé Luc, aujourd'hui adulte, vivant à des centaines de kilomètres. Les enquêteurs le retrouvèrent, marqué par une vie de silence. Convoqué, il raconta ce qu'il n'avait jamais osé dire. Le matin de novembre 1978, il avait vu ses camarades marcher, puis s'arrêter devant une camionnette blanche. Une main les avait attirés à l'intérieur. Il avait couru, il avait eu peur, et il avait dessiné ce qu'il avait vu. Mais enfant, personne ne l'avait cru. Le cahier avait été oublié dans l'école, laissé derrière lui. Ce témoignage, bien que tardif, relança l'affaire. Les enquêteurs remontèrent le fil, identifièrent l'ancien chauffeur-livreur. L'homme, désormais vieux, vivait seul dans une maison isolée, à la lisière d'une forêt. Quand les gendarmes frappèrent à sa porte, ils trouvèrent des archives personnelles, journaux, coupures de presse, et même des objets scolaires appartenant à différents enfants. Le lien était enfin là, tangible, irréfutable. Des analyses ADN, rendues possibles par les avancées scientifiques modernes, confirmèrent l'impensable. Les traces correspondaient à Élodie et Marc. Après 30 ans, le silence se brisa. L'homme fut arrêté, jugé et condamné. Mais pour les parents, la justice arrivait trop tard. Le procès fut un mélange de douleur et de soulagement. Les visages ridés des parents, leurs mains tremblantes, portaient le poids des années volées. Le cahier, le dessin devinrent de la preuve ultime, le fil ténu qui reliait encore les enfants à ce monde. Un objet anodin, oublié dans la poussière, qui fit ressurgir la vérité. Et l'histoire prit une dimension presque mythique, car au-delà du crime, au-delà du coupable, il y avait ce détail troublant. Un dessin d'enfant, fragile, maladroit, qui survécut au temps pour témoigner quand les voix s'étaient tues, comme si les enfants eux-mêmes avaient laissé une trace, une empreinte, pour que jamais on oublie. L'affaire marqua la France entière, rappelant que le passé ne s'efface jamais, qu'il sommeille dans les pages jaunies, dans les objets banals, attendant qu'une main les redécouvre. Ce fut une leçon de mémoire, mais aussi un cri. Chaque absence compte, chaque disparition mérite d'être entendue. Et aujourd'hui encore, dans ce village marqué par le temps, le silence semble parler. On dit que dans la cour de l'école reconstruite, des enfants dessinent parfois des silhouettes étranges, des voitures anonymes, comme si l'ombre des disparus continuait à hanter les craies blanches sur le goudron noir. Car le mystère des 2 enfants disparus en 1978 n'est pas seulement une affaire résolue. C'est une cicatrice vivante, une mémoire partagée, un rappel brutal que la vérité, parfois, dort sous la poussière dans un cahier abandonné, attendant son heure pour ressurgir et brûler les consciences. Le vacarme sourd du passé revenait frapper comme un battement de tambour dans les esprits fatigués des enquêteurs. Après 3 décennies d'ombre, chaque détail retrouvé prenait des allures d'évidence. Le cahier d'écolier, posé sur la table d'un bureau de police éclairé par une lampe vacillante, semblait respirer une vérité enfouie. Les pages froissées, tachées de poussière et de sueur, devenaient le seul langage de 2 enfants disparus, comme un message venu d'outre-tombe. Le dessin, maladroit, obsédait l'équipe. Une silhouette noire plus grande que les personnages, disproportionnée, écrasante, et cette camionnette rectangulaire dessinée avec insistance. Les psychologues consultés affirmaient qu'il s'agissait d'un schéma typique d'un souvenir traumatique, fixé dans l'esprit d'un enfant. Chaque trait répété, chaque ligne appuyée, trahissait une vision obsédante,
une image que l'on ne peut effacer. Les enquêteurs savaient que derrière l'apparente naïveté d'un dessin pouvait se cacher un témoignage plus puissant que des mots. Dans les archives criminelles, on retrouvait déjà des précédents, des enfants ayant décrit leurs agresseurs par des dessins avant même d'apprendre à écrire leur nom correctement. Le dessin devenait alors une arme, une trace brute, sincère, que le temps ne pouvait altérer. Ainsi, le cahier n'était plus une relique abandonnée, mais un cri étouffé revenu à la surface. Le passé de Luc, l'enfant qui avait griffonné ses pages, fut disséqué. Les enquêteurs rencontrèrent des psychiatres, des pédagogues de l'époque. Tous se souvenaient d'un garçon timide, discret, mais doté d'une mémoire visuelle étonnante. On disait qu'il observait longuement les visages, les gestes, qu'il gardait tout en lui, silencieux. Ce silence avait duré 30 ans. Quand on l'interrogea, adulte, sa voix était basse, tremblante, comme si les mots étaient prisonniers dans sa gorge. Il raconta ce matin de 1978, le froid humide, la brume, et l'instant où il avait vu ses camarades approcher par la camionnette. Il se souvenait d'une main, large, dure, agrippant Marc par le bras. Il se souvenait du cri bref d'Élodie, étouffé aussitôt. Puis plus rien. La peur l'avait paralysé. Il avait fui, incapable d'avertir qui que ce soit. Et pour expulser ce qu'il avait vu, il avait dessiné. Le cahier était son exutoire, son aveu muet, son fardeau. Ce témoignage tardif n'avait pas valeur de preuve, mais il ravivait des pistes. L'identité du chauffeur-livreur, oublié par les dossiers, ressurgit. Jean B, 40 ans à l'époque, travaillait pour une société de distribution. Célibataire, solitaire, il vivait dans une caravane au bord d'une route départementale. À l'époque, il avait été entendu par les gendarmes car son véhicule correspondait aux descriptions, mais faute de corps, faute de témoins directs, il avait échappé à toute condamnation. Son nom avait sombré dans l'oubli. Aujourd'hui, en 2008, il avait 70 ans, reclus dans une vieille maison délabrée à l'orée d'une forêt. Le temps avait effacé ses traces, mais les enquêteurs savaient que les crimes, eux, ne disparaissent jamais vraiment. Une surveillance discrète fut mise en place. La maison exhalait une odeur de renfermé, les volets toujours clos. Quand on perquisitionna, la scène glaça le sang, des cartons remplis de journaux d'époque retraçant les disparitions d'enfants, soigneusement découpés et conservés. Des cahiers d'écoliers, des stylos, des sacs usés, un véritable musée macabre de l'innocence volée. Parmi ces objets, une petite barrette à cheveux, identifiée par la mère d'Élodie comme celle qu'elle avait fixée dans les cheveux de sa fille le matin de la disparition. La pièce manquante venait d'apparaître. L'analyse ADN, impossible dans les années 70, livra cette fois des certitudes. Sur un morceau de tissu retrouvé dans une malle, les traces correspondaient à Marc. Les parents, désormais âgés, furent convoqués pour reconnaître les objets. Leurs mains tremblaient, leurs yeux se noyaient dans des larmes silencieuses. Ils touchaient ces fragments comme on touche une tombe invisible. Le procès de Jean B devint inévitable. Mais au-delà des preuves matérielles, une question subsistait. Pourquoi ? Quelle mécanique obscure pousse un homme à traquer des enfants, à collectionner leurs traces comme des trophées ? Les experts parlèrent de pulsions irrépressibles, de frustration, de troubles psychiatriques. Mais aucune explication ne pouvait combler le gouffre. Les visages d'Élodie et Marc, figés dans leur innocence, valaient plus que toutes les théories. Le procès, tenu en 2010, fut un moment de tension extrême. Dans la salle, les parents, leurs cheveux blanchis par les années, fixaient à l'accusé. Jean B, voûté, silencieux, ne regardait personne. Il semblait absent, muré dans un mutisme obstiné. Les avocats de la défense parlèrent de vieillesse, de santé fragile, mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. Chaque objet retrouvé, chaque page de journal, chaque fibre analysée, formait un tissu serré autour de lui. Le dessin de Luc fut présenté comme pièce à conviction symbolique, l'image d'une vérité que personne n'avait voulu voir à temps. La salle resta suspendue à ce morceau de papier jauni, où deux enfants tenaient la main face à l'ombre noire, comme si eux-mêmes témoignaient enfin, après 30 ans. Quand le verdict tomba, culpabilité et réclusion criminelle à perpétuité, un silence lourd emplit la salle. Ce n'était pas un silence de soulagement, mais un silence de cendre. La justice était passée, mais elle ne rendait pas la vie. Les parents sortirent, serrant contre eux le cahier, relique ultime de leurs enfants. Dans leurs yeux, il n'y avait ni victoire ni consolation, seulement la fin d'une attente interminable. Pour les enquêteurs, cette affaire devint une leçon.
Une démonstration implacable que les détails les plus fragiles, un simple dessin, peuvent briser des décennies de ténèbres, que la vérité n'est jamais perdue, seulement ensevelie, et que le temps, loin d'effacer les crimes, les conserve dans des recoins obscurs, prêts à resurgir. Car les disparus, eux, ne cessent jamais de réclamer justice. Le fracas du verdict n'avait pas mis fin au tumulte intérieur. Bien au contraire, il avait ouvert une brèche où se mêlaient rage, chagrin et un étrange sentiment de vacuité. Dans les jours qui suivirent le procès, les familles des enfants disparus vivaient comme suspendues dans un temps qui n'appartenait à personne. Elles avaient attendu 3 décennies pour entendre ce mot, coupable. Mais au fond d'elles, une question restait sans réponse. Où étaient les corps ? Sans sépulture, le deuil demeurait un gouffre, une blessure qui ne cicatrisait jamais. Et dans le silence des couloirs de la gendarmerie, cette absence devenait le nouveau mystère à percer. Les enquêteurs retournèrent sur les lieux où Jean B avait vécu. Sa caravane des années 70 avait depuis longtemps disparu, mais la maison délabrée où il avait fini ses jours libres abritait encore des secrets. Les caves humides, pleines de poussière et d'odeurs rances, recelaient des objets que personne n'avait osé examiner avec attention. Sous un plancher disjoint, on trouva un sac en cuir rongé par le temps. À l'intérieur, une poignée de craies d'écolier, une bille de verre et un petit carnet taché d'encre. Des indices dérisoires en apparence, mais qui pour les parents avaient le poids de l'univers. Car chaque objet résonnait comme une preuve d'existence, comme un fragment d'âme resté prisonnier. Les experts en criminologie, mobilisés pour fouiller les terrains environnants, établirent des cartes détaillées. Ils recoupèrent les témoignages des années 70 avec les archives cadastrales. Une parcelle, près d'un ancien verger abandonné, attira leur attention. Les habitants du village se souvenaient d'y avoir vu Jean B travailler la terre, seul, parfois la nuit. Des chiens s'y agitaient étrangement, aboyant contre le vent. En 2011, une équipe spécialisée entreprit des fouilles. Le sol retourné révéla des ossements fragiles, minuscules, mélangés à des racines. Les analyses confirmèrent ce que tous redoutaient et espéraient à la fois. Marc et Élodie venaient d'être retrouvés, à quelques kilomètres seulement de l'école qu'ils n'avaient jamais revue. La nouvelle se répandit comme une onde de choc. Le village, marqué depuis 30 ans par cette disparition, se transforma en lieu de mémoire. Les visages vieillissants des parents s'illuminèrent d'une lueur douloureuse. Ils allaient enfin pouvoir enterrer leurs enfants. Mais cette découverte, loin d'apaiser, souleva d'autres ombres. Pourquoi Jean B avait-il conservé certains objets comme des reliques tout en enfouissant les corps anonymement ? Était-ce pour garder le contrôle, pour prolonger son pouvoir sur les familles, ou pour s'enfermer dans un rituel morbide qui ne connaissait pas de fin ? Les psychiatres expliquèrent que chez de tels individus, le crime ne s'achève jamais au moment de l'acte. Il se rejoue, il s'alimente de souvenirs, il devient une liturgie macabre répétée en silence. Les funérailles, organisées en 2012, furent un moment d'une intensité rare. Dans l'église du village, les bancs étaient pleins. Ceux qui, enfants, avaient grandi avec Marc et Élodie, étaient désormais des adultes, certains devenus parents à leur tour. Ils déposèrent des fleurs blanches, comme pour recoudre une blessure collective. Dans la nef résonnait un silence lourd, un silence chargé de toutes les années perdues. Le dessin, retrouvé dans le cahier, fut placé sur l'autel. Non pas comme une preuve judiciaire, mais comme une prière. Les traits maladroits d'un enfant devenaient l'icône d'une vérité retrouvée. Cependant, pour les enquêteurs, l'affaire n'était pas qu'un drame clos. Elle devenait un symbole. Elle montrait l'importance des archives, la nécessité de ne jamais abandonner un dossier, même lorsque le temps semble avoir tout effacé. Elle rappelait que la justice n'est pas un sprint, mais une course d'endurance, où chaque détail peut surgir des décennies plus tard pour renverser le silence. Dans les écoles de police, l'histoire de Marc et Élodie commença à être étudiée comme un cas exemplaire. Celui où un simple dessin avait mis en échec 30 ans de mensonges et d'oubli. Mais cette affaire ne laissait pas seulement une leçon de méthode. Elle laissait aussi une question universelle. Que devient une société quand elle ne protège pas ses enfants ? Dans les années 70, la France connaissait une vague de modernisation rapide, mais aussi une fragilité dans la protection de l'enfance. Les routes n'étaient pas surveillées, les écoles manquaient de moyens, les campagnes vivaient repliées sur elles-mêmes. Jean B avait exploité ces failles, ces zones d'ombre où personne ne regardait. L'histoire de ces 2 enfants devenait ainsi une métaphore de l'innocence perdue, de l'aveuglement collectif qui permet aux monstres d'agir sous nos yeux.
La presse, fascinée par ce dénouement, multiplia les reportages. Des journaux titraient « La vérité sort de la terre »,« 30 ans de silence brisé par un cahier »,« Quand l'enfance témoigne à travers le temps ». Mais derrière ces titres se cachait une réalité brute. 2 vies volées, 2 destins fracassés et des familles brisées à jamais. L'opinion publique s'interrogea sur les mécanismes de la mémoire, sur ce que la société choisit de voir ou d'oublier. Beaucoup comparèrent cette affaire à d'autres cold cases, résolus récemment grâce à l'ADN ou à de nouveaux témoins. Mais jamais un dessin d'enfant n'avait tenu un rôle aussi central, comme une clé tendue par une main innocente à travers les décennies. Et pourtant, même après la condamnation, après la découverte des corps, un parfum d'inachevé planait. Jean B. n'avait jamais parlé. Ni remords, ni confession, ni explication. Seulement ce silence obstiné, qui ressemblait à une ultime punition infligée aux familles et aux enquêteurs. Dans ce mutisme, chacun projetait ses propres démons. Était-il un prédateur réfléchi ou un être prisonnier de ses pulsions? Était-il conscient du mal qu'il infligeait ou bien enfermé dans une logique obscure échappant à toute raison? Le procès avait apporté une justice légale, mais pas une justice morale. Et peut-être ne pouvait-il jamais y en avoir. Dans la nuit qui suivit les funérailles, certains habitants du village racontèrent avoir vu une bougie allumée près de l'école, posée là par une main anonyme. Une flamme fragile, vacillante, qui résistait au vent. Comme si quelqu'un, quelque part, voulait rappeler que la mémoire n'a pas de fin, que les disparus, même enterrés, continuent de marcher à nos côtés, et que chaque dessin d'enfant, chaque cahier oublié, peut un jour se transformer en arme de vérité. Le soir tombait, et dans la petite salle d'archives de la gendarmerie, les ampoules jaunâtres diffusaient une lumière crue sur les chemises cartonnées empilées les unes sur les autres. Chaque dossier respirait la poussière du temps, chaque feuillet exhalait le parfum moisi des vies suspendues. L'enquêteur sentait son cœur battre plus fort à mesure qu'il tournait les pages. Il ne s'agissait plus seulement d'un dossier oublié, mais du témoignage d'une époque où la peur avait rongé les murs des maisons, où les mères n'osaient plus laisser leurs enfants traverser seuls la place du village. Le dessin, placé sur la table comme une relique fragile, semblait observer silencieusement cette quête, comme si la main tremblante d'un enfant disparu avait attendu 40 ans pour pointer du doigt son bourreau. Un détail attira alors son attention. Sur l'esquisse maladroite, une forme rectangulaire, gribouillée à côté d'un arbre, rappelait vaguement la façade d'une grange ou d'une bâtisse isolée. Le trait enfantin n'avait rien d'anodin. L'investigateur savait que, dans l'œil des enfants, les monstres portaient toujours un masque familier. Il fouilla les plans cadastraux du village datant des années 70. Au-delà du verger communal, une grange abandonnée avait effectivement appartenu à un certain Auguste Delmas, un homme connu pour ses silences, son regard fuyant et ses allées nocturnes. Il était mort depuis longtemps, enterré sans héritier, et sa ferme n'était plus qu'une carcasse de pierre éventrée par les saisons. Pourtant, l'idée qu'un gamin ait dessiné précisément ce lieu ne pouvait relever du hasard. La nuit suivante, accompagné d'un technicien de scène de crime, l'enquêteur se rendit sur place. La lune baignait le champ de son éclat spectral, dessinant des ombres inquiétantes sur les murs ébréchés. Chaque pas sur le sol humide résonnait comme un rappel du temps perdu. En poussant la porte vermoulue, une odeur de terre et de fer rouillé les saisit. L'intérieur, envahi par les toiles d'araignée, semblait figé dans une attente morbide. Et soudain, là, dans un recoin dissimulé derrière des planches disjointes, ils découvrirent un trou creusé grossièrement dans la terre battue. Le faisceau de lampe torche révéla des fragments blanchis, partiellement ensevelis sous la poussière des décennies. Les os parlaient sans voix, mais leur silence hurlait la vérité qu'on avait tenté d'ensevelir. Les analyses confirmèrent que ces restes appartenaient bien à 2 enfants, leurs identités bientôt rapprochées de celles des disparus de 1978. Le village, figé depuis 40 ans dans son mutisme, se réveilla brutalement. Les anciens, convoqués par les enquêteurs, baissèrent les yeux comme pour éviter la morsure du souvenir. Certains se rappelèrent avoir vu Delmas offrir des bonbons, d'autres évoquèrent ses promenades nocturnes où il murmurait seul dans le vent. Personne n'avait jamais osé l'accuser directement. À l'époque, l'autorité du père de famille, le poids de la rumeur et la peur de se tromper étouffaient toute dénonciation. Ce qui glaçait davantage, c'était la découverte, parmi les ruines de la ferme, d'un vieux coffre métallique rongé par l'humidité. À l'intérieur, soigneusement plié, reposaient des affaires d'enfants, une chaussure minuscule, une barrette colorée, un cahier aux pages tachées d'encre et de larmes.
chaque objet vibrait comme une preuve matérielle du supplice, mais aussi comme un appel au souvenir, un cri muet contre l'oubli. Les enquêteurs comprirent alors que le dessin retrouvé n'était pas un simple gribouillage, mais un message codé, une confession ultime laissée par une main innocente pour guider, des décennies plus tard, ceux qui chercheraient encore. L'affaire prit une tournure plus sombre encore lorsqu'on découvrit, coincées entre les pages du cahier, des lettres inachevées. Les phrases, griffonnées d'une écriture hésitante, laissaient entrevoir la présence d'un adulte autoritaire, qui interdisait de sortir, qui disait de ne rien dire. Les mots brisés étaient ceux d'une détresse enfantine, mais derrière eux se dessinait l'ombre d'un manipulateur. Était-ce Delmas lui-même, ou quelqu'un d'autre qui se servait de sa ferme comme d'un repère? La question resta suspendue, comme une menace persistante. Les enquêteurs décidèrent de creuser plus loin, au sens propre comme au figuré. Autour de la grange, sous la lumière grise de l'aube, ils mirent à jour d'autres traces, des fragments métalliques qui semblaient provenir d'un jouet brisé. Chaque élément s'ajoutait au puzzle, chaque découverte renforçait le poids du mystère. Mais ce qui obsédait le plus l'enquêteur, c'était ce dessin initial, ce trait fragile sur une feuille jaunie qui avait traversé 40 ans de silence pour ressusciter 2 voix d'enfants. Et dans ce village, désormais, les habitants ne pouvaient plus détourner le regard. Les vieilles pierres semblaient transpirer de honte. Les visages marqués par l'âge portaient en eux l'empreinte d'un secret partagé trop longtemps. La vérité commençait à émerger, mais elle n'avait pas encore révélé tout son venin. Dans les jours qui suivirent la macabre découverte, l'air du village sembla s'épaissir, comme si chaque souffle portait le goût amer d'une vérité trop longtemps enfouie. Les ruelles pavées, d'ordinaire tranquilles, bruissaient de murmures étouffés. Les fenêtres se fermaient plus tôt, et même les plus jeunes, qui n'avaient jamais connu l'affaire, sentaient peser une ombre invisible. L'enquête avançait désormais sur 2 fronts, l'exhumation de la mémoire collective et la fouille méticuleuse des preuves matérielles. Car si les os avaient parlé, ils ne disaient pas encore tout. Au laboratoire de médecine légale, les experts s'acharnèrent sur les restes retrouvés. Sous leurs gants, les os livraient peu à peu des indices. Fractures anciennes, marques fines, laissant deviner des liens, micro-traumatismes correspondant à une lutte désespérée. Chaque fragment devenait une parcelle d'histoire, chaque éraflure un cri figé dans la matière. L'expert murmura, presque pour lui-même, « Ils n'ont pas simplement disparu, ils ont résisté ». Ces mots, froids mais lourds, résonnèrent comme une condamnation silencieuse. Parallèlement, l'analyse graphologique des lettres retrouvées dans le cahier confirma leur origine enfantine, mais révéla aussi un détail troublant. Certaines phrases avaient été écrites par une autre main, plus ferme, plus adulte, qui semblait corriger ou dicter. Une dualité terrifiante, des enfants réduits au silence et un adulte qui contrôlait leurs mots. Était-ce la preuve que Delmas exerçait un pouvoir direct sur eux, ou bien qu'il existait un complice resté dans l'ombre, un marionnettiste encore insaisissable? Les enquêteurs interrogèrent les survivants de l'époque, ceux qui avaient connu Delmas. On évoqua sa silhouette massive, ses colères muettes, ses longues absences inexpliquées. Une voisine se souvint l'avoir vu rentrer tard, les vêtements tachés de boue, alors que la recherche des enfants battait son plein en 1978. Un ancien camarade de bar raconta que Delmas parlait parfois de petites âmes qu'il fallait garder près de soi, des propos obscurs qui, rétrospectivement, glaçaient le sang. Et pourtant, aucun n'avait trouvé le courage de parler, prisonnier du poids des convenances et de la peur. Mais ce qui troubla davantage, ce fut la réapparition d'un détail oublié. Dans les registres de gendarmerie de l'époque, un signalement mentionnait qu'un inconnu avait été aperçu près de la grange, quelques jours avant la disparition. L'homme n'avait jamais été identifié, et l'affaire, centrée sur Delmas, avait fini par enterrer cette piste. L'ombre d'un complice prenait soudain une consistance inquiétante. Était-il encore en vie, tapi dans une existence banale, portant le fardeau d'un crime jamais puni? L'enquêteur principal, obsédé par cette idée, retourna seul à la ferme une nuit, malgré les mises en garde de ses collègues. La pluie battait contre le toit effondré, chaque goutte résonnant comme un tambour funèbre. En éclairant les murs de sa lampe, il remarqua des inscriptions gravées à même la pierre, dissimulées derrière un tas de débris, des initiales entrelacées, AD, suivi d'un autre signe, une croix inversée. Était-ce un simple graffiti ou la marque d'une connivence macabre? Le froid le traversa, car il savait que les symboles sont rarement innocents, surtout dans les lieux de séquestration. À Paris, des experts en criminologie furent sollicités. Ils expliquèrent que de tels signes pouvaient renvoyer à des rituels marginaux,
parfois utilisés par des criminels pour justifier leurs actes ou pour marquer leur territoire. Cela ouvrait une perspective encore plus sombre. Delmas n'aurait pas seulement agi seul, il aurait pu appartenir à un cercle restreint, une confrérie clandestine, ou au moins partager son fardeau avec un autre esprit malade. Les habitants, eux, se divisèrent. Certains refusaient d'admettre l'existence d'un complice, préférant voir dans Delmas l'unique monstre, déjà mort, déjà puni par la terre. Mais d'autres, hantés par le doute, commencèrent à soupçonner leurs propres voisins, à revisiter les gestes d'autrefois. Un silence trop appuyé, une absence inexpliquée, une main qui tremblait lors d'un interrogatoire. Les rancunes anciennes refirent surface, et bientôt, le village s'empoisonna de suspicions. Comme si, après avoir été figé par 40 ans de silence, la communauté se fissurait sous la pression du passé revenu frapper à sa porte. Pendant ce temps, le dessein initial continuait de hanter l'enquête. L'enfant qu'il avait tracé n'avait pas seulement pointé un lieu, il avait tenté de figer un instant précis, une scène fugace. En observant attentivement les traits, un analyste nota la présence d'une silhouette secondaire, plus petite, à côté de la grange. Non pas un adulte, mais un autre enfant, témoin ou victime. Le mystère s'épaississait encore. Combien n'était-il réellement cette nuit-là? 2 seulement, ou davantage? Les certitudes vacillaient. Les os retrouvés n'étaient peut-être qu'une partie du drame. L'idée glaçante s'imposa. Si d'autres enfants avaient disparu, jamais signalés ou jamais liés à l'affaire, alors le village entier avait vécu sur une fosse commune de secrets, et le dessin retrouvé n'était que la première fissure dans un mur de mensonges. Et dans le silence de la salle d'archives, l'enquêteur penché sur ce cahier taché murmura pour lui-même une phrase qui résonna comme une malédiction. « Les enfants parlent encore, mais nous n'avons pas encore compris tout ce qu'ils disent. » La pluie s'était arrêtée, mais le sol du village restait imbibé comme une éponge saturée de mémoire. Chaque pas résonnait lourd, et dans les esprits, la découverte du dessin, des ossements et des symboles cachés ouvrait une nouvelle brèche. L'enquête, qui semblait avancer par éclats, s'apprêtait à prendre une tournure plus vertigineuse encore. Car si Delmas avait bien été un monstre, il n'était peut-être pas le seul. Les experts médico-légaux, en reprenant l'analyse des os, mirent au jour une donnée bouleversante. Certains restes ne correspondaient pas à l'âge des 2 enfants officiellement disparus en 1978. Les mesures de croissance osseuse indiquaient un 3e individu, légèrement plus âgé, dont l'identité restait inconnue. Un 3e enfant, jamais signalé, jamais cherché, dont personne n'avait prononcé le nom. Cette révélation frappa les enquêteurs comme une gifle. Le crime n'était pas seulement celui d'un enlèvement double, mais bien d'un triptyque effacé de la mémoire collective. Le procureur ordonna alors la réouverture complète du dossier avec l'examen des archives scolaires, des registres municipaux, des signalements de fugueurs oubliés. Et, à la surprise générale, un nom surgit des pages jaunies. Élodie Martin, 11 ans, disparue la même année dans une commune voisine, classée à l'époque comme fugue probable. Personne n'avait jamais fait le lien, et l'affaire avait sombré dans l'oubli. Or, les correspondances biologiques entre ces caractéristiques et le 3e corps semblaient trop précises pour être ignorées. Le puzzle s'agrandissait, et chaque pièce ajoutée transformait l'image finale en un tableau encore plus sombre. Dans les couloirs de la gendarmerie, un silence pesant régnait. Les enquêteurs se demandaient à voix basse comment un 3e enfant avait pu être oublié si longtemps, comme si le pays tout entier avait choisi de détourner le regard. Était-ce la conséquence d'une époque saturée par d'autres drames, par la méfiance envers les familles dites instables, ou bien l'œuvre d'un mécanisme plus cynique, d'une volonté de cacher ce qui dérangeait la façade d'un village tranquille? Les témoins de l'époque furent convoqués à nouveau. Une vieille institutrice, aujourd'hui grabataire, se souvint soudain d'une scène étrange. Delmas discutant avec une fillette inconnue à la sortie de l'école, quelques jours avant les disparitions. Elle avait voulu croire qu'il s'agissait d'une nièce ou d'une voisine. Elle avait fermé les yeux. Et 40 ans plus tard, son aveu sonnait comme un coup de tonnerre. Mais ce ne fut pas le seul témoignage. Un ancien facteur raconta que Delmas recevait des lettres régulières, écrites d'une main enfantine, qu'il ne livrait à personne d'autre. Ces lettres avaient disparu, sans doute détruites. Pourtant, l'image se dessinait. Delmas n'agissait pas dans l'ombre absolue. Il cultivait une correspondance, un lien, peut-être même une dépendance avec ses proies, comme si le crime ne se réduisait pas à une explosion de violence, mais s'enracinait dans une relation tordue, patiemment entretenue. Ce fut à ce moment qu'un détail presque banal prit une importance capitale.
En fouillant dans les cartons de l'ancienne école, on retrouva un deuxième cahier abandonné, couvert de poussière, qui contenait un autre dessin. Cette fois, ce n'était pas une grange, mais une silhouette masculine, debout au milieu d'un cercle. Ses traits étaient plus nets, ses contours appuyés. Un homme, peut-être Delmas, peut-être un autre. Au bas de la page, un mot griffonné d'une écriture hésitante. « Aide ». Ce mot unique, arraché à la peur d'un enfant, glaça le sang des enquêteurs. Il signifiait qu'au moins l'un des trois avait tenté d'envoyer un message, une ultime supplique jetée dans l'indifférence du temps. Le cahier, oublié dans un grenier scolaire, avait attendu 40 ans pour parler. Et soudain, la culpabilité collective devint écrasante, car ce dessin aurait pu, à l'époque, sauver des vies. Le village, déjà fissuré par la résurgence de l'affaire, se brisa davantage. Les habitants s'affrontèrent dans les cafés, certains accusant les gendarmes de négligence, d'autres les enseignants, d'autres encore les parents qui n'avaient pas su crier assez fort. L'onde de choc dépassa bientôt les frontières du hameau et la presse régionale s'en empara. Les gros titres parlèrent de « triple oubli », de « crime fantôme », de « vérité enfouie ». Pour beaucoup, l'affaire symbolisait une France rurale prête à cacher ses monstres pour préserver sa tranquillité. Et pourtant, au milieu du tumulte, une question obsédait encore les enquêteurs. Qui était l'homme aperçu près de la grange, celui qui n'avait jamais été identifié? Si Delmas avait été l'exécuteur, était-il aussi le cerveau, ou simplement l'outil d'un esprit plus retorse? Le symbole gravé sur le mur, la croix inversée, prenait un relief inquiétant. Les criminologues affirmaient désormais qu'il ne s'agissait pas d'un simple gribouillage. Il appartenait à un langage clandestin, employé par certains groupuscules pour marquer l'appartenance à des pratiques occultes. Ainsi, l'affaire basculait dans une autre dimension. Un crime isolé ou la trace d'un réseau invisible. Les ossements et les dessins semblaient porter en eux la marque d'une organisation souterraine, peut-être réduite à quelques individus, mais suffisamment réelle pour laisser derrière elle des symboles, des gestes, des rituels. L'enquêteur principal, hanté par cette idée, nota dans son carnet une phrase simple, presque désespérée. « Ce n'est pas Delmas que nous poursuivons désormais, c'est son ombre. » La nuit retomba sur le village comme un rideau de plomb. Dans les rues désertes, seules les enseignes des cafés vacillaient encore, témoins fragiles d'un quotidien qui se déchirait peu à peu. L'affaire, désormais, n'était plus seulement un meurtre, ni même une triple disparition. Elle prenait la forme d'un gouffre où chaque nouvelle preuve révélait une strate plus sombre que la précédente. Et au cœur de ce gouffre, une certitude s'imposait. Delmas n'était qu'une figure parmi d'autres, un rouage dans une mécanique plus vaste, plus perverse. Les criminologues, après avoir déchiffré les symboles trouvés sur les murs de la grange, confirmèrent que la croix inversée accompagnée des initiales n'était pas anodine. Elle renvoyait à une série d'affaires non résolues en France dans les années 70 et 80, toutes liées à des rituels étranges où la disparition d'enfants servait de toile de fond. Ce n'était pas un hasard. Les coïncidences se transformaient en correspondances. Et soudain, ce village isolé devenait un point sur une carte beaucoup plus large, celle d'une France rurale marquée par des crimes occultés. L'idée d'un réseau émergea avec force. Un ancien inspecteur de police, aujourd'hui retraité, osa briser son silence. Dans un entretien confidentiel, il affirma qu'à l'époque déjà, certains supérieurs hiérarchiques avaient volontairement écarté les pistes les plus dérangeantes. Trop sensibles, trop menaçantes pour la réputation des notables locaux. Car Delmas, s'il n'était qu'un paysan rude et solitaire, avait pourtant des liens avec des hommes plus influents, rencontrés dans des cercles fermés où se mêlaient religion dévoyée, alcool et rites secrets. Ces paroles, prononcées d'une voix basse et rauque, résonnaient comme une condamnation implicite. Le silence des institutions avait été complice du crime. Les enquêteurs décidèrent alors de réinterroger les familles. Et ce fut dans les yeux d'une vieille femme, mère de l'un des enfants disparus, que la vérité affleura avec la brutalité d'une lame. Elle raconta que, quelques jours avant la disparition, son fils avait parlé d'un cercle, d'un jeu des adultes qu'il ne devait jamais révéler. Elle l'avait pris pour un délire d'enfant. Aujourd'hui, ces mots résonnaient comme une confession posthume. La peur gagna de nouveau les habitants. Car si un réseau avait existé, certains de ses membres étaient peut-être encore en vie, peut-être encore tout proches, derrière des visages familiers. Les regards se faisaient plus lourds dans les rues, les salutations plus brèves. Chacun craignait d'être accusé, ou d'être celui qui savait et qui avait tué. Au cœur de cette atmosphère étouffante, une nouvelle découverte fit éclater les digues du silence.
Dans un grenier communal, les enquêteurs mirent la main sur un carton contenant de vieilles photographies saisies lors d'une fête locale en 1977. Sur l'une d'elles, figée en noir et blanc, apparaissaient plusieurs enfants, dont les disparus, rassemblés devant un kiosque. Mais l'arrière-plan trahissait un détail glaçant. Derrière eux, flou mais reconnaissable, se tenait une silhouette d'adulte. Pas Delmas. Un autre homme, grand, vêtu d'un manteau sombre, fixant l'objectif avec un sourire figé. Cette photo, muette depuis 40 ans, devenait une preuve capitale. Le inconnu de la grange avait enfin un visage, capturé par hasard dans le tumulte d'une fête villageoise. Mais aucun des habitants, confrontés à l'image, n'osa le nommer. Certains se détournaient, d'autres feignaient de ne pas reconnaître. Le déni devenait une protection, une cuirasse contre une vérité trop lourde à porter. L'enquêteur principal, exaspéré, lança alors une opération discrète auprès des archives régionales. Et bientôt, le visage photographié trouva un nom. Arnaud Lestang, un ancien instituteur, parti du village quelques mois après la disparition, officiellement pour raisons personnelles. Jamais inquiété, jamais interrogé, comme s'il avait glissé entre les mailles d'un filet volontairement élargi. La révélation tomba comme un coup perret, car Lestang, loin d'avoir disparu, vivait toujours, dans une autre région, sous une identité presque intacte. Retraité respectable, bénévole dans des associations, il était l'image même de l'innocence sociale. Et pourtant, son nom se liait désormais aux initiales AL, gravées aux côtés de la croix inversée sur le mur de la grange. La traque reprit 40 ans après les faits. Les enquêteurs, armés des nouvelles preuves, se mirent en route pour confronter cet homme, tandis que dans le village, l'annonce se répandait comme une traînée de poudre. Certains hurlaient à la manipulation, d'autres à la justice tardive. Mais tous sentaient qu'un nouveau seuil venait d'être franchi. Et dans le silence des archives, le cahier d'enfant, taché d'encre et de larmes séchées, semblait chuchoter encore « Aide ». Ce cri, ignoré en 1978, résonnait désormais à travers les décennies, réclamant une réponse, exigeant que la vérité, enfin, soit arrachée aux ombres. Les jours qui suivirent de l'arrestation furent marqués par un mélange étrange de soulagement et d'incrédulité. La nouvelle de l'identification de l'assassin circula d'abord à voix basse, comme si les habitants craignaient encore de réveiller un monstre qui, en réalité, avait vécu parmi eux, salué dans les rues, partagé des repas, participé aux fêtes du village. On disait souvent que le mal porte un masque banal, et dans ce cas précis, la banalité avait été son plus solide alibi. L'homme, ancien instituteur, avait quitté sa fonction discrètement au début des années 80, invoquant une maladie nerveuse. Personne ne s'était véritablement interrogé, chacun absorbé par ses propres difficultés, dans une époque où le silence tenait lieu de pudeur et où l'on évitait de remuer la boue. Pourtant, ce silence-là avait permis à l'ombre de croître, d'avancer sans être inquiété, d'enterrer deux vies sous des couches d'oubli et de peur. Les enquêteurs, eux, poursuivaient leur travail avec une minutie glaciale. Chaque objet saisi, chaque archive réexaminée, chaque témoignage oublié redevenait une pièce du puzzle. Ce fut dans une vieille boîte métallique, retrouvée au grenier de l'accusé, que surgit l'ultime preuve. Une série de croquis maladroits, griffonnés par des enfants, parmi lesquels celui qui avait refait surface des décennies plus tard dans le cahier abandonné. Le trait hésitant, les couleurs mal tenues, et pourtant une précision troublante. La silhouette d'une maison isolée, la forme d'un arbre tordu devant la façade, et une porte entr'ouverte qui laissait deviner une cage d'escalier sombre. Ce dessin, jamais montré, jamais commenté, semblait avoir été confié à l'homme par les deux enfants eux-mêmes, comme un souvenir ou une trace innocente, devenue malgré elle l'acte d'accusation le plus implacable. Dans la salle d'interrogatoire, l'ancien instituteur gardait un visage impassible, refusant d'avouer, se murant dans une dignité artificielle qui paraissait plus effrayante que la culpabilité elle-même. Mais les éléments étaient nés là. Fibres textiles retrouvées sur les vêtements des enfants, concordance dans les récits de voisins, et surtout, cette obstination maladive qu'il avait eue à conserver tout ce qui touchait à ses victimes, comme si posséder des fragments de leur enfance lui donnait encore du pouvoir. L'obsession, voilà ce qui perçait à travers chaque détail, une volonté de transformer l'innocence en relique, de figer deux vies dans un temps mort, hors du monde et hors de l'histoire. Au procès, qui s'ouvrit dans une atmosphère tendue, les familles des victimes se tinrent droites, serrant entre leurs doigts les photos jaunies de leurs enfants. Chaque mot prononcé par le juge, chaque phrase de l'accusation
résonnait comme une lame dans la chair collective du village. On vit des hommes durs, des paysans au visage tanné par le vent, pleurer silencieusement, incapables d'accepter que le bourreau se soit assis à leur table, qu'il ait enseigné les premiers mots à leurs propres enfants. La justice, dans ce théâtre de douleur, paraissait moins une institution qu'un rituel de purification, une manière de redonner aux morts une voix, un nom, une place. La défense tenta d'évoquer la folie, les troubles mentaux, l'isolement. Mais la salle refusait cet échappatoire. Folie ou non, le mal avait été méthodique, patient, réfléchi. Et c'était peut-être cela le plus glaçant, non pas l'explosion brutale de violence, mais l'organisation froide d'une disparition, la dissimulation savamment orchestrée, la capacité à vivre des décennies sous l'apparence de la normalité. Quand le verdict tomba, condamnant l'homme à la réclusion criminelle à perpétuité, un silence étrange s'installa. Pas de cris, pas d'applaudissements, seulement ce silence dense, lourd, qui ressemblait à un deuil partagé. On aurait pu croire que la justice allait libérer, mais en vérité, elle ne faisait qu'ouvrir une cicatrice béante, celle de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui avait été étouffé sous la peur et la honte. Les parents, déjà usés par des décennies de recherche et d'attente, savaient qu'aucun châtiment ne pouvait ramener les rires de leurs enfants, ni effacer les années perdues à espérer un retour impossible. Et pourtant, au cœur de cette douleur, quelque chose changea. Les habitants commencèrent à parler, à raconter ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient pressenti mais tu pendant si longtemps. Comme si le procès avait levé une chape de plomb, libérant une parole collective, une vérité enfouie sous les convenances et les habitudes. On découvrit que plusieurs enfants, autrefois, avaient confié à leurs parents des inquiétudes, des peurs diffuses. On découvrit aussi que certains adultes, à l'époque, avaient soupçonné, mais n'avaient pas osé briser le mur du silence. La communauté, peu à peu, se confrontait à sa propre responsabilité, à cette part obscure où l'indifférence devient complicité involontaire. Dans le grenier de leur maison familiale, la mère d'un des enfants disparus alluma une bougie devant une vieille boîte de jouets, comme pour rendre enfin à son fils un espace, une mémoire, une lumière. La flamme vacillait, fragile, mais elle tenait, défiant l'obscurité accumulée. On dit que cette nuit-là, plusieurs habitants du village ne purent dormir, hantés par les images des deux enfants, leurs visages souriants, figés sur des photographies trop anciennes. Mais ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était une promesse, celle de ne plus jamais laisser l'ombre grandir dans le silence. La vérité, même tardive, avait arraché ses griffes au néant, et dans le bruissement du vent qui traversait les champs autour du village, on aurait presque cru entendre, comme un écho lointain, les rires étouffés de deux enfants redevenus libres, au moins dans la mémoire des vivants.